Bon, bah, merci à tous d'être là. On va parler de conteneurs, de big data, ML, machine learning. Et là, je suis très heureux de partager ce talk avec Bertrand. On va vous présenter nos partenaires de chez Octopic et ce qu'on fait chez D2IQ. Voilà. Bertrand, Bonjour, vas-y. bonjour à tous, je suis directeur technique d'Octopic. J'ai en charge tout ce qui consiste au développement de produits, qui est une nouvelle section chez nous, mais surtout en charge aussi de toute notre offre Professional Services, accompagnement client. On le fait à la fois de la ressource pour les équipes qui ont besoin de ressources autour du big data, mais aussi des projets sur des use cases demandés par nos clients. Voilà. Donc moi je suis Alvin Ebb, donc ça fait 8-9 ans que je suis dans le monde open source. J'ai passé 6-7 ans sur la partie OpenStack, virtualisation, 3 ans et demi chez Cloudera sur la partie Big Data, et j'ai rejoint les rangs de D2IQ sur début janvier, d'accord. Et ce que je pousse comme vision, c'est une plateforme Kubernetes indépendante pour lancer que ce soit les applications, les bases de données ou du big data. Donc je suis en charge de tous les partenariats sur l'Europe, Middle East et Afrique. Donc on ne savait pas trop comment le prendre, ce sujet, parce qu'il y avait beaucoup de choses à traiter. Il y a énormément de sujets autour du conteneur et des kubernétisations. Donc on va passer par des questions, d'accord, des questions sur lesquelles en fait, Bertrand va nous répondre. Et puis moi, je vais vous montrer un peu ce que nous on fait aussi côté des D2IQ avec notre portefeuille produit. Alors, Bertrand, tout le monde fait du big data. Pourquoi les conteneurs? Et surtout, pourquoi maintenant? Alors ça c'est une bonne question. En fin de compte, l'évolutivité va avec le marché. Aujourd'hui, nos clients ont tous une stratégie qui va vers le cloud, avec a besoin de raccourcir le temps de développement de leur développement, et surtout d'aller en production avec quelque chose de qualité. Ils veulent toujours, quand c'est en production, bien sûr, d'avoir un niveau d'exploitabilité toujours très élevé. Et puisqu'il n'y a pas qu'un seul cloud aujourd'hui, mais il y en a plusieurs, pouvoir avoir la possibilité de porter leurs applications d'un cloud A à un cloud B, parce que là on rentre dans l'ère des coûts, et potentiellement on peut avoir des coûts plus intéressants d'un côté que de l'autre. Donc c'est vrai que les clients, que ce soit les gros comme les petits, ont cette stratégie cloud qu'il faut accompagner. Deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, nos technologies Big Data sont très compatibles sur le cloud. On va parler de cloud, de création de chaînes de traitement, de les faire disparaître. On a beaucoup de jobs d'entraînement de modèles qui sont vraiment dans cette logique, je dirais, éphémère. Alors éphémère avec un temps plus ou moins important, parce qu'un traitement, ça peut durer plusieurs heures, plusieurs jours, mais au moins, il est exécuté, maintenu et voilà, et se traite. Et puis il y a surtout aussi tout ce qui est à côté, les chaînes de services de traitement, de stockage, eux qui peuvent s'agrandir assez facilement dans cet univers de cloud native versus où historiquement on va avoir du matériel à déclencher, de la configuration à appliquer, c'est peut-être assez lourd. Voilà. On en voit aussi, si on regarde les grands qui font des plateformes Hadoop aujourd'hui, qui vendent des packages complets Hadoop, eux-mêmes s'intéressent à ces plateformes cloud natives parce qu'il y a un certain nombre de ces workloads qui vont basculer là-dessus. Voilà. Et je pense qu'il y a un point qui est très important, c'est la partie production et operational grade. Donc sur le slide suivant, nous on accompagne déjà des clients comme GE Transportation ou autres à faire de l'hybride multi-cloud. Donc ils ont des applications qui tournent indifféremment, de manière indifférente, sur du cloud Azure et du on-prem en même temps. Donc on est même cité dans la presse côté D2IQ, Commander, c'est le nom du produit, qui permet de gérer ça. Donc la sécurité est déjà prévue, est déjà built-in. On peut aussi gérer multitude de clusters Kubernetes. Donc on a un client qui a aujourd'hui à 98 clusters Kubernetes qui est géré par la même centralisation sur des plateformes différentes. Et un point qui est très important, la fédération des projets et des organisations complexes. Donc on peut gérer des organisations, des projets. Et dernier point, la partie FinOps. Donc il y a
il y a un retour sur l'utilisation et le coût d'utilisation de chacun des plateformes, ce qui permet à l'opérateur informatique de gérer toute cette complexité-là. Donc ça, c'est un des aspects aujourd'hui de faire du big data hybride multi-cloud de manière opérationnelle. Il y a un deuxième aspect, donc il y a la prochaine question, c'est autour des cas d'usage. Des cas d'usage. Alors les cas d'usage, ils font du big data, ils font sur tout type de cloud. Quels sont les cas d'usage que tu vois le plus souvent en fait aujourd'hui associés à du big data et du conteneur? Alors moi je vais vous faire rire ou pas. Beaucoup pensent que big data rime avec une plateforme Hadoop. Nous c'est pas forcément le cas. Alors c'est vrai chez les grandes sociétés du CAC 40, les plateformes Hadoop, elles sont une réalité et donc les cas d'usage vont dans ces plateformes-là. Néanmoins, pour des plus petites sociétés, nous on a eu des cas d'usage plus faciles, plus simples à gérer, dans lesquels les plateformes de conteneurs vraiment s'appliquent à 100%. On a eu un premier cas d'usage, enfin on a eu des cas d'usage autour de tout ce qui est recherche de profil et veille de prix, dont les technologies sont à peu près les mêmes. On a des jobs de collecte, donc celles-ci vont s'exécuter régulièrement et vont disparaître pour mettre à jour un ensemble d'informations qu'on va collecter, que ce soit des profils, que ce soit des prix. On va avoir un stockage de type Elasticsearch, parce que on va faire beaucoup de traitements sur du texte. Donc ça, c'est vraiment essentiel. On va pouvoir faire des comparaisons, ainsi de suite. On a néanmoins, comme vous voyez, une base HDFS pour tout ce qui est stockage de l'aspect des médias qu'on va rechercher plus tard, qu'on va afficher. L'historisation des changements, bien sûr. Comme quoi, c'est nécessaire de temps en temps de les garder et c'est important. Et puis, on a surtout, dans ce type de cas d'usage, des modèles à mettre en place. Ces modèles peuvent évoluer, donc on est vraiment sur du MLDev. Et là, dans le cas de MLDev, on a des environnements de développement qu'il va falloir créer, mettre à jour le traitement, le surveiller et le mettre à disposition, puis continuer à le surveiller par la suite. Donc il y a des choses qui se créent, qui se suppriment, et ça, le cloud native le permet. J'ai un deuxième cas d'usage à vous proposer qu'on a eu à gérer, c'est tout ce qui est ticket de facturation. Là, on était plutôt dans une problématique IoT où les données arrivaient de manière régulière et en masse. Donc là, on est ce qu'on appelle du fast data. On a du streaming complet, on a des plateformes Kafka, on va avoir du traitement à la volée avec du Spark, et bien sûr, à la fin, on stocke ça dans des bases. Alors là, c'était plutôt orienté pour la restitution classique. Donc on était sur du Colon, on est parti sur du Cassandra, avec en amont pour une restitution à base de tableaux, le petit tableau pour faire ces restitutions en termes de facturation. Voilà. Alors ça y est, Bertrand est déjà parti sur la partie ML, machine learning et autres. Ça viendra un peu plus tard. On a une question spécifiquement là-dessus, mais c'est très bien. Côté des deux IQ, la partie IoT et je suis entièrement d'accord, est un point très important sur la partie Kubernetes et containers. Donc là, par exemple, on a un client européen dans l'industrie automotive avec qui on travaille. Aujourd'hui, le retour qu'ils nous ont donné, c'est qu'ils ont fait 80% de réduction de TCO. D'accord. Ils ont réduit leur downtime à 1 minute par an et ils ont augmenté par 7 la stabilité de la plateforme. Donc je vais vous donner un peu plus de détails aujourd'hui. C'est déjà un feedback d'un travail qu'on a fait avec eux depuis 1 an. Ils avaient un peu des solutions un peu éparpillées, qu'on avait dit on-prem. Eux étaient plutôt sur AWS et aussi de la machine virtuelle. Donc en fait, ils ont tout conteneurisé. On les a aidés à tout conteneuriser. Ils vont utiliser des frameworks comme du Spark et du Kafka, du Cassandra. Ils avaient de l'Elastic aussi et tout ce qui est Notebook Jupyter pour pouvoir travailler toutes les données. Aujourd'hui, la partie opérationnelle, coût opérationnel, c'est déjà l'entête qui gagne par rapport à de la virtualisation. En passant sur du conteneur, c'est beaucoup plus efficace. Deuxièmement, c'est une visibilité. Ils n'avaient pas une visibilité sur l'ensemble de tout leur parc, alors que là, ils ont tout conteneurisé, ils ont tout mis sur la même plateforme. Ils ont une vue directement. Sur la partie coût, ils peuvent remonter directement avec nos outillages le coût de chacun des différents practices.
Aujourd'hui, en dessous d'une minute downtime, aujourd'hui, ils font des upgrades à chaud. D'accord. On ne compte même pas les périodes de maintenance. Ils font ça à chaud, toutes les upgrades, sans faire tomber leur service. Et ils sont en dessous d'une minute par an. En termes de stabilité, les alertes, ils les recevaient tous les jours. Et ils sont passés à la semaine. D'accord. Ça libère du temps, ça libère les ops. Et il y a beaucoup de choses qui sont facilitées par l'utilisation de Kubernetes, qui va utiliser la fonctionnalité de self-healing. Si jamais un pod tombe, en fait, c'est redéployé automatiquement. Donc ça, c'est un des use cases. IoT, je pense, c'est un use case qui marche très très bien. Aujourd'hui, avec les conteneurs, beaucoup de choses qui arrivent vite, des données qui arrivent vite. Il faut les traiter en séquence. Alors, il n'y a pas que la partie IoT. Après, il y a aussi les difficultés. Quelles sont les choses les plus difficiles à appréhender aujourd'hui au niveau Kubernetes et Big Data? Très très bonne question. Ça, c'est moi j'en vois trois. J'en vois trois, mais là, l'une des principales premières, c'est le stockage. Le stockage du cloud native. Et j'aime bien faire ce parallèle, vous allez vite le comprendre. Lorsque les plateformes Hadoop ont été sorties en 2006, on avait déjà une convergence du stockage et du compute. Où on voulait que les données soient bien distribuées, réparties partout, et qu'on puisse avoir des traitements au plus proche de ces données-là. Donc on a fait des nœuds où on pouvait tout faire. Ce qui est assez intéressant, c'est que les technologies historiques de virtualisation ont fait à peu près le même pas. En 2015, on a eu toutes les plateformes hyper convergentes. Moi, j'ai bossé pour des opérateurs telco et d'autres industries. On a tous commencé à basculer vers cette plateforme de type VMware vSAN, de type Nutanix, de type SimpliVity chez HP, où le stockage et le compute se retrouvaient au même endroit. Je trouve naturel que dans la cloud native, dans du Kubernetes, on se retrouve avec cette même vision. Mais ce qui est extraordinaire, moi ce que je trouve génial avec l'environnement Kube, c'est qu'aujourd'hui on peut les mettre comme on fait sur une plateforme Hadoop, la convergence stockage compute. Mais si demain je veux les séparer, ce qui arrive aussi aujourd'hui pour des workloads très lourds, ou pour, c'est pas un souci et je peux le faire sans avoir à faire un changement drastique de mon infrastructure, de mon architecture plutôt, puisque je vais simplement rajouter des nœuds dédiés à ça et on va pouvoir basculer le stockage sur des nœuds potentiellement dédiés que pour ça, versus le traitement. Ça, c'est le premier, c'est le stockage. Le deuxième, c'est l'exploitabilité. L'exploitabilité, il y a énormément de solutions sur le marché. Chacun y va de sa solution. Sur les plateformes historiques, chacun a des solutions tous différentes de supervision, de récupération, de collecte de logs, et j'en passe et des meilleurs. On a cette même difficulté sur ces plateformes cloud native. Mais il y a des intégrations qui émergent. Et la CNCF, on en parlera un peu après, cette Cloud Native Foundation, elle essaie de driver. Bon, il y a beaucoup de choses, mais il y en a qui arrivent avec des packages tout faits, où là, on a toute la valeur en un seul et même endroit, avec la sécurité, les logs, le suivi des KPI, et j'en passe et des meilleurs, out of the box, avec tout ce qui est mis à jour. Je laisserai notre ami en parler. Le troisième point, c'est tout ce qui est le type de déploiement. Le déploiement à la demande. On est beaucoup dans l'ère de l'automatisation. Là, on arrive encore plus haut. On arrive à l'automatisation, mais en plus la scalabilité et le fait de pouvoir répéter ces environnements assez facilement par les mêmes commandes et de manière très simple. C'est quelque chose de pas simple à aborder au démarrage. Nous qui faisions beaucoup d'Ansible, le déploiement des outils, là, Kubernetes nous rajoute des outils supplémentaires, mais qui finalement vont nous simplifier la vie quand on les a bien industrialisés et va nous permettre de déployer que ce soit du Kafka, du Cassandra, du Spark, des clusters à part entière. Si on en veut un deuxième, on peut le faire avec les mêmes outils en venant des instances différentes et par quelques primitives pouvoir même dédier du matériel avec. C'est ça ça peut être compliqué à aborder, mais alors par contre en termes d'exploitabilité, c'est extraordinaire. On a vraiment une flexibilité hyper importante.
Et je suis entièrement d'accord avec toi. Aujourd'hui, on ne voit pas encore beaucoup de plateformes hyper convergées avec du cloud natif dessus. Ça tend à venir. Je pense que Kubernetes est parti de l'application par les devs. Et là, c'est beaucoup de choses décentralisées. Et là, on est en train de le marier avec la partie big data, qui est beaucoup de choses centralisées et colocalisées, hyper convergentes. Donc, c'est pour ça qu'on a monté un opérateur. C'est un opérateur qui est indépendant de tous les types de distribution Kubernetes. Donc, ça s'appelle CUDO, Kubernetes Universal Declarative Operator. Donc, il y a plusieurs mots importants là-dessus. Et donc, Kubernetes, bien sûr, universal parce qu'elle n'est pas attachée à une plateforme. La nôtre ou celle de quelqu'un d'autre, ça marche très bien, même du Kubernetes Vanilla. Déclarative, je pense, c'est le point le plus important. Elle est déclarative comme les Kubernetes. Donc, si vous avez besoin d'un cluster Kafka de 15 nœuds, vous demandez un cluster Kafka de 15 nœuds. C'est une ligne de commande. D'accord ? C'est kubectl, kudo, install, Kafka, nœud égale 15. Et en fait, il y a Kubernetes et kudo qui est contrôleur, qui va gérer à ce que vous ayez tout le temps 15 nœuds. D'accord ? Si jamais il y a un nœud qui tombe parce qu'il y a un hardware qui fail ou autre, le Kubernetes contrôleur va s'assurer de le recréer ailleurs sur d'autres hardware disponibles. D'accord ? Vous n'avez pas besoin de mettre la main dans le cambouis pour ça. Et deuxièmement, on voit une deuxième chose, c'est la simplicité de déployer ce type de cluster. Initialement, déployer un cluster Kafka, Spark et autres, c'est assez complexe. Donc on n'en faisait qu'un, un très très gros. On commence à voir les clients, donc par exemple le client côté automotive, qui a déployé une quinzaine de clusters Kafka, en fait. Et ils vont le dédier, leur cluster Kafka, par topic ou par équipe, et ça permet de décentraliser cette partie-là. Je pense que c'est un sujet très intéressant et très important ici. Il y a la partie Kafka, Cassandra, Spark, mais il y a aussi la partie Kubeflow. On en reparle juste après. Il me semble que la question d'après, c'est ça ? Tout à fait. On part sur notre question sur tout ce qui est AI et machine learning et le passage à l'échelle. Passage à l'échelle. Comment on fait le passage à l'échelle ? Alors, le développement de modèles, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a deux composantes sur tout ce qui est modèle. Il y a la composante MLDev et la composante MLOps. Et on commence à voir un certain nombre de choses qui sont là, que nous on étudie. Enfin, nous on fait du développement de modèles depuis de nombreuses années. On a des spécialistes chez nous, des doctorants qui travaillent sur les modèles prédictifs. Et donc, dans le cadre du développement, on a tout ce qui est outillage de dev, entraîner après ce modèle, l'évaluer, puis ensuite le packager et le mettre à disposition. Ça, c'est vraiment la composante MLDev qui se suit par la composante MLOps où on va gérer le modèle, sa gouvernance, le versionner, lui donner la sécurité, le déployer, enfin bon, voilà. Et si on a tous ces outils indépendants les uns des autres, ou en tout cas, on doit être obligé de faire même du développement pour faire les uns et les autres, commence à émerger deux choses. Enfin, un qui n'est pas tout neuf, qu'on appelle l'AutoML, qui lui se veut automatiser enfin la partie création des modèles. On a entre 6 et 7 000 data scientists aujourd'hui. Ces 6 et 7 000, c'est quand même un vivier qui est assez faible. Aujourd'hui, il y a des data analysts, il y a même des gens du business qui veulent créer leur propre modèle. Et AutoML est la solution pour eux, pour leur créer des modèles en fonction de leurs données, avec effectivement des critères de choix. Et à lui, ça sera lui de choisir à celui qui aura été évalué, qui considère que c'est le meilleur. Mais c'est automatisé. Nous, on investit pas mal là-dedans en ce moment pour amener toute la chaîne business à pouvoir faire du ML de manière facile sans avoir nécessairement besoin d'un data scientist. Le deuxième, c'est la partie Ops. Et là, on a quelque chose que nous propose, dont on va parler notre ami Alvin juste après, c'est Kubeflow. Kubeflow, c'est l'outillage où tout est dedans et tout est déjà prévu. Donc, c'est-à-dire que l'opérationnel est déjà prêt. C'est un peu comme on parlait tout à l'heure, je déploie dans mon application dans ce cloud native et je vais avoir l'exploitabilité avec. Là, c'est j'ai besoin de créer un modèle et j'ai tous les outils qui me permettent de l'accompagner jusqu'à sa mise à disposition. Ça, c'est important. Donc, c'est sur des appels-là qu'on travaille beaucoup et qui va permettre effectivement d'accélérer la mise en place de tous ces modèles et leur utilisation
Ça, c'est évident. Et je suis honnête avec toi, la partie AutoML, on n'y est pas encore, nous, de notre côté, hein, je dois l'avouer. Par contre, Kubeflow, aujourd'hui, basé purement sur du conteneur, c'est le slide d'après, il permet en fait d'avoir tout l'outillage autour pour faire du machine learning. Donc, venant de Cloudera, je peux vous parler de toutes les étapes de pipeline sur cette partie-là. Donc la partie ML, c'est pas seulement un Jupyter Notebook, hein, souvent on s'arrête là. Il faut faire de la data prep. Il faut commencer à regarder les algorithmes et les appliquer sur les notebooks, lancer des tâches. Après, on peut lancer des jobs, tuner les hyperparamètres, traîner votre modèle. Donc votre modèle, vous pouvez l'entraîner, vu que c'est du conteneur, que ce soit sur du CPU ou du GPU, parce que vous pouvez avoir aussi des conteneurs sur GPU. Donc on a du fairing là-dessus. La partie pipeline va gérer tout le cycle de vie, même le scoring, et jusqu'à KF serving, lorsque vous allez devoir servir votre application derrière. D'accord ? Tout ça est bien sûr intégré complètement avec notre suite sécurité et gouvernance de la plateforme Kubernetes. Et à partir de là, vous pouvez commencer petit ou alors scaler à très très large échelle, basé sur du Kubernetes. Ouais. C'est un produit qui aujourd'hui commence à avoir de plus en plus de traction, surtout dans les salons Big Data. On commence à en parler de plus en plus sur la partie Kudo et ML. Maintenant, une question très très ouverte. Pourquoi avoir choisi D2IQ comme votre partenaire dans votre journée ? Bonne question. Pourquoi ? Moi, j'ai quatre points à adresser. Déjà, le premier, c'est que les produits qui sont fournis par D2IQ sont tous sur base sur des technologies open source qu'on a à nos clients, qu'on a chez nos clients, et qu'on pousse pour nos clients, qui sont des très bonnes technologies. D'autres qui viendraient, je sais, qui rentreraient dans cette philosophie, parce qu'on a la même philosophie, cette vision outillage open source. Le deuxième point, c'est que la particularité de D2IQ, c'est que vous êtes en full adéquation avec la CNCF, donc cette Cloud Native Foundation, hein, l'organisation qui gère tout l'environnement autour de Kubernetes, et Dieu sait comme il est vaste, et que vous êtes fortement impliqué dans la communauté, ce qui pour quelqu'un comme moi ou comme un client va être intéressé, parce qu'on sait qu'on suit l'évolution, on suit les innovations, et on a des gens qui sont performants dans la solution en question. Le troisième point, c'est que, et ça c'est mon ancienne casquette d'exploitant, en tout cas d'application qui va en exploitation et qui a besoin, c'est que on a des plateformes aujourd'hui qui existent, basées sur Kubernetes, hein, mais qui sont orientées très, très autour du développement, mais pas forcément autour de l'exploitabilité. Alors, c'est pas forcément, c'est un peu faux. Ça peut l'être, mais c'est aux clients de choisir ces technos et de les implémenter et de suivre les upgrades et ainsi de suite. Là, j'ai une plateforme avec D2IQ, Convoy, qui est production ready, qui gère les outils d'exploitabilité, donc leur mise à jour, et il y en a d'autres qui se rajoutent assez régulièrement. Je pense à List.io par exemple, pour tout ce que les services match. Là, c'est du véritablement service applicatif. Lorsque je vais avoir du Prometheus et du Elasticsearch pour tout ce qui est gestion des logs et de la supervision. Voilà. Et puis le quatrième point, qui n'est pas des moindres, hein, c'est le support. Le support, les technologies de Kubernetes sont supportées, mais aussi tout ce qui est autour de ces technologies d'exploitation, et même plus loin, puisque l'applicatif, on parlait de Kudo Kafka, Kudo Cassandra, il y a du support dessus, et c'est out of the box, et ça c'est très important. On a toute la chaîne de valeur des outils sur lesquels s'appliquent nos applications Big Data qui sont disponibles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Octopic a choisi D2IQ pour avancer sur cette journée autour du Cloud Native.
Merci Bertrand. Et je pense qu'il y a un point qui est important que tu mentionnes, c'est la partie opérationnelle. Donc, même si on fait du Kubernetes, même si on fait un conteneur, on le fait avec toujours un target opérationnel. On a déjà des clients qui ont plus de 10 000 nœuds avec des conteneurs qui tournent dessus. On n'a pas le droit à ce que ça tombe lors des upgrades, lors des rajouts de fonctionnalités. Donc on a tout un portefeuille qui n'est pas seulement axé sur Kubernetes. Donc la première partie, ça va être la formation, donc un outil en Learning Management System, un LMS, interactif et sur lequel on peut customiser. Donc ça, c'est pour former les équipes clients sur la partie cloud native, les principes. La partie Convoy, qui est le cluster Kubernetes, qui lui arrive avec la centralisation des logs, centralisation de la sécurité, centralisation des metrics, prêt pour les ops. Dispatch pour la partie DevOps, donc pouvoir déployer, créer, builder, tester, intégrer et déployer en production son application sans parler aux ops, d'accord, juste à l'équipe infra. Kudo, la partie data, donc on a une connotation très forte data avec des clients qu'on a accompagnés depuis les premières heures comme les Uber, Airbnb et compagnie, sur la partie data sur conteneur. Et la dernière, Commander, on a été cité sur la partie hybride multi-cloud, est une solution qui permet de ne pas être loqué avec n'importe quel autre vendeur. Donc c'est basé sur l'open source toujours, et ça vous permet de faire de l'hybride multi-cloud on-prem avec des clients qui vont déployer sur des data centers complètement fermés sans connectivité Internet, donc air gap. D'accord. Voilà, on a adressé un peu tout le portefeuille, toute la journée, et c'est là où on va accompagner Octopic, et Octopic va nous accompagner aussi sur le marché français pour nous aider aussi dessus. Est-ce que vous avez des questions? Déjà, est-ce que c'était clair? Vous avez des questions, des clarifications? Vous avez peut-être des sujets sur lesquels vous voulez qu'on discute? Pas de questions sur les conteneurs? Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'applications qui sont conteneurisées. La partie DevOps, vous entendez beaucoup parler. On va parler de DataOps aussi maintenant, de MLOps. Donc on va commencer à tout mettre sur la même plateforme. Et côté Octopic, t'avais du monde, tu cherches du monde, Effectivement, nous on est une société de service, mais on est plein de grands changements actuellement, toujours orientés autour de l'intelligence artificielle et de la gestion de la donnée. Donc on cherche toujours des profils. Si vous êtes intéressé par tout ce que vous venez de voir et bien plus encore, venez voir à notre stand au stand B6. On se fera un plaisir de vous accueillir et de répondre à vos questions. Vous êtes client, vous avez aussi des questions sur plus généralement les problématiques de use case. Venez nous voir également. Nous avons nos associés qui sont présents sur site. Jusqu'à 12h45. Après, ils ont une réunion, mais sinon, il y a toute l'équipe commerciale qui peut vous accueillir et qui pourra répondre à vos questions sans aucun problème. Bon, il ne me reste plus qu'à te remercier, Bertrand, pour ta franchise. Je te remercie, Calvin. Merci aussi au public d'être venu. Merci. Au revoir. Au revoir.